Bonsoir tout le monde. Sans surprise, mon nom est Jean Barry. Je suis professeur au département de sciences juridiques de l'UQAM. Je suis aussi vice-président du Centre québécois du droit de l'environnement, organisme sans but lucratif que vous connaissez peut-être. Il y a la directrice générale derrière, Karine Pélofi, avec, si jamais il y en a qui ont des dons, qui veulent devenir membres, pour rencontrer Karine. C'est plein d'avocats et d'avocates bénévoles qui travaillons au sein du Centre québécois de l'environnement, un centre, un organisme qui est créé depuis plus de 25 ans. Au départ, quelques petites annonces. Il y a ici des gens, de mes collègues, confrères du barreau, qui peuvent se faire reconnaître une heure de crédit de formation permanente. S'il y en a parmi vous, bien encore là, c'est derrière, c'est la jeune dame en rouge, très sympathique, qui peut recueillir les signatures de formulaire que je ne connais pas trop, mais donc qui vous donne une reconnaissance du barreau. Pour les autres, parce que c'est une conférence ouverte à tous et toutes, ce soir, le plan de la présentation, très rapidement, parce que j'espère qu'on va être capable de faire le tour dans une heure, puis après ça, avoir une période de questions, commentaires, échanges avec vous. Très rapidement, en premier, montrer les sources du droit international de l'environnement, de l'information environnementale. Je ferai ça très vite, mais il faut voir l'influence, le Québec, comment on a été influencé, et où on est rendu par rapport à l'évolution internationale. Donc, après ça, la situation au Québec, les deux grands mécanismes d'accès à l'information environnementale, la loi générale sur l'accès à l'information et la loi sur la qualité de l'environnement, dont, ce qui nous amène au point suivant, il y a un projet de loi à l'heure actuelle devant l'Assemblée nationale, le projet de loi 102, qui vise à réformer la loi sur la qualité de l'environnement, qui en a bien besoin d'ailleurs. Donc, c'est là-dessus qu'on va clore. Pourquoi je m'intéresse à la chose, entre autres, c'est comme ça, j'ai fait ma thèse, je suis d'abord et avant tout un militant citoyen en droit de l'environnement. Je me suis inscrit, j'ai une vocation tardive en droit de l'environnement, j'ai fait mon bac ici à l'UQAM, j'ai été inscrit à l'âge de 44 ans. Je militais dans un comité de citoyens, les Amis de la Vatican, contre un projet de petite centrale privée. Et ça s'est ramassé devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême qui a refusé d'entendre l'appel de la Cour d'appel, de la décision qui nous avait été favorable à la Cour d'appel du Québec. Donc, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire? C'est s'inscrire dans le droit et se dire « je vais apprendre le droit de l'environnement ». C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Je m'intéressais au bac. J'ai fait ma maîtrise sur la procédure d'évaluation environnementale québécoise et le Bureau d'audience publique en environnement, qui a été publié sous le titre « Le bac devant les citoyens » au Collège de l'Université Laval. Et quand j'ai fait ma maîtrise, je me suis rendu compte que c'est beau être consulté, c'est beau participer, mais si on n'a pas accès aux informations, c'est un peu palpable, jase, et puis on se trompe un peu dans nos délibérations collectives. Donc, j'ai décidé de faire ma thèse de doctorat en droit sur le droit d'accès à l'information environnementale. Cette thèse a été publiée chez Yvon Blais. Cette thèse-là a gagné le prix de l'Assemblée nationale pour la meilleure thèse de doctorat parue dans le domaine politique, donc c'est plus large que le droit, en 2013. Et on m'a donné une belle médaille qu'il y a des amis qui devaient m'amener ce soir, mais je ne l'ai pas, parce que si on ne réussit pas à faire changer ce que je vais montrer là, je sens sérieusement organiser une cérémonie d'un genre d'autodafé, faire brûler la thèse, la médaille. J'hésite encore s'il va y avoir une immolation de l'auteur, mais bon, c'est en suspens. Donc, rapidement, et je m'excuse, je suis juriste et c'est des questions pointues de droit d'une certaine façon. J'ai des diapositives qui vont à l'encontre de ce qu'on dit de faire. Il y a beaucoup de textes, mais c'est important le texte, vous allez le voir, parce qu'on a changé un texte avec 2 chiffres et une seule phrase. Droit international, Rio, vous devez connaître ça, la fameuse déclaration de Rio de 1990. Le principe 10 dit la meilleure façon, je l'ai mis en caractère gras, c'est rare que dans des déclarations internationales, on va dire une bonne façon, une façon parmi d'autres, mais qu'on dise la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient, au niveau national. Chaque individu doit, c'est une obligation, avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques. C'est le sujet de ce soir, y compris aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Les États doivent, eux aussi, les États ont des obligations, faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci.
Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. C'est les trois grands droits procéduraux, accès à l'information, participation du public et accès à la justice, qui sont vus dans le droit international de l'environnement comme étant nécessaires pour arriver à assurer le fameux droit à un environnement sain qui est prévu dans plusieurs constitutions. Pourquoi l'accès à l'information? Dans la déclaration de Rio, il y a eu plusieurs principes juridiques qui étaient mentionnés. Et il y a des principes juridiques que si on n'a pas accès à l'information, ces principes-là ne veulent plus rien dire. Prévention. Pour appliquer le principe de prévention, il faut connaître, il faut avoir accès aux informations sur les risques éventuels qui nous entourent. Il faut savoir le type de produit contaminant qui est émis par l'usine voisine, les mesures de sécurité. C'est pour prévenir, il faut savoir les risques éventuels. Principe de précaution, ce qu'on entend souvent parler, c'est toute la question des incertitudes scientifiques, qu'on pense aux OGM, qu'on pense aux nanotechnologies. Même chose, la connaissance scientifique, les différents points de vue scientifiques, les différents rapports d'analyse d'experts, pour s'assurer que le principe de précaution est vraiment mis en œuvre par notre État, il faut avoir accès à l'information. Pollueur-payeur, pour savoir encore là si l'État applique dans notre loi sur le développement durable, on a le principe de pollueur, on a le principe de précaution, on a le principe de prévention, et on a aussi celui de capacité des supports du système. Pollueur-payeur, je prends l'exemple des mines. Si on n'a pas accès aux informations sur le tonnage qui est extrait à chaque année par les mines, qui sont des ressources non renouvelables, et qu'on n'a pas accès non plus aux redevances qui sont payées à l'État en contrepartie de cette pollution-là, de cette extraction de ressources naturelles, on ne peut pas savoir si l'État, même si c'est écrit qu'il applique le pollueur-payeur, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le met en œuvre? Impossible. Ça prend l'information pour pouvoir, nous, citoyens, en juger. Capacité de support des écosystèmes, c'est la même chose. Toutes les analyses sur l'état des milieux humides, sur l'île de Laval, par exemple, sur l'état des espèces en péril, le beluga, la rainette faugrillon, dans laquelle le séquoia est impliqué, c'est de l'information qui est absolument nécessaire pour vérifier que la capacité des supports des écosystèmes est respectée. Quand on veut autoriser une quatrième papetière sur une rivière, peut-être que les trois premières ça fonctionner, mais avec les impacts cumulatifs, la quatrième, la capacité du support est atteinte et on devrait dire non. Mais ça, pour dire non ou pour décider que c'est oui, il faut avoir l'information sur la capacité du support. Donc, c'est cette question d'information-là, les lois procéduraux, Rio à 92, c'est une déclaration, ça ne contraint pas les États. C'est une déclaration. Mais 7 ans plus tard, 6 ans plus tard, en Europe, on a signé un vrai traité international, une convention contraignante pour les États qui la ratifient. La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Les trois fameux droits procéduraux. Cette convention-là, actuellement, a été signée par 47 pays, dont l'Union européenne comme organisme. Elle est ouverte à la signature de tous les États du monde. Le Canada pourrait la signer, il ne l'a jamais fait. Et le Québec, comme on n'est pas souverain, ne peut pas la signer comme telle, mais pourrait, dans une réforme de la loi sur la qualité de l'environnement, se mettre à niveau avec ce qui se passe au niveau international. Parce qu'on fait partie des cancres, comme je vais vous démontrer, et avec les amendements qui ont été apportés, on va continuer à demeurer parmi les cancres. Donc, ça, c'est au niveau international. Au niveau du Québec, en 1978, le droit de l'environnement au Québec a joué un rôle précurseur sur la question de droit d'accès à l'information. En 1978, on fait une modification à la loi sur la qualité de l'environnement qui avait été adoptée en 1972 pour la première fois. Mais en 1972, la loi sur la qualité de l'environnement, le citoyen, la population, ça n'existe pas. C'est juste les demandeurs, c'est une relation entre les demandeurs d'autorisation et l'État qui doit ou non accepter ou refuser les autorisations. Il n'y a aucun mécanisme d'information, de consultation. Le citoyen n'existe pas. René Lévesque, 1978, une des grandes réformes démocratiques, modifie la loi sur la qualité de l'environnement et introduit des mécanismes, des dispositions, on va voir tantôt, pour que la population soit informée.
qu'elle puisse participer et qu'elle ait un accès à la justice. 4 ans plus tard, on adopte la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, donc qui est la loi générale, qui n'est pas une loi environnementale, mais qui est une loi que beaucoup d'organismes environnementaux, de citoyens, de municipalités ont utilisée pour essayer d'obtenir soit du ministère de l'Environnement, mais ça, du ministère des Ressources naturelles, des municipalités, peu importe, des renseignements de nature environnementale. En 2006, au Québec, on adopte une loi sur le développement durable qui contient plusieurs principes, j'en ai mentionné tantôt, mais il y en a un, c'est le principe d'accès au savoir, et ça dit spécifiquement que ça inclut l'accès à l'information. Et en 2009, on adopte aussi une loi sur le caractère collectif de l'eau, dans laquelle on reconnaît que les Québécois, la population québécoise, ont un droit à l'information sur la qualité de l'eau, sur l'eau. Malheureusement, ces belles déclarations-là n'ont jamais été suivies de changements réels. Les mécanismes qu'on va voir un peu plus loin, d'information, les 2 dispositions dans la loi sur la qualité de l'environnement qui traitent spécifiquement d'accès à l'information environnementale, sont demeurés inchangés depuis 1978, ça va faire 40 ans l'année prochaine, qui n'ont pas bougé. Et 1982, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics n'a pas les restrictions qu'on va voir tantôt, les fameux articles 23 et 24 qui ont été mis dans l'amendement dont on va discuter, sont là depuis 35 ans. Donc, on a pris du retard dans les années fin des années 70, début des années 80, le Québec, on faisait partie des initiateurs, tant dans le mouvement d'accès à l'information de manière générale. La première loi d'accès à l'information date de 1966 aux États-Unis, le Freedom of Information Act, et la première loi sur la qualité de l'environnement, une loi cadre sur l'environnement, aussi aux États-Unis, fin des années 60, 1969. Donc, en 1978, en 82, on fait partie des pionniers. Aujourd'hui, on fait partie des retardataires, comme je vais vous montrer. La loi sur l'accès, je commence par elle parce que paradoxalement, c'est avec l'adoption, c'est suite à l'adoption de cette loi-là, qui est une loi d'accès à l'information, c'est devenu un boulet pour l'accès à l'information environnementale. C'est elle qu'on oppose régulièrement, vous allez voir les restrictions de la loi sur l'accès, qu'on oppose régulièrement aux gens qui font des demandes d'accès en matière d'environnement. Cette loi-là contient un principe général qui est facile à comprendre. L'article 9, toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ça ne peut pas être plus clair. C'est quasiment surprenant qu'un avocat écrit quelque chose d'aussi clair. Par contre, tout tempéré par de nombreuses exceptions, en droit, il y a tout le temps un principe et plusieurs exceptions. Dans ce cas-ci, ça ne fait pas exception. Il y a 6 catégories d'exceptions dans cette loi-là. Il y a pas loin de 30 articles particuliers. Il y a un principe dans un article, et il y a près de 30 articles qui sont des exceptions au principe. Les deux grandes sections qui sont le plus souvent invoquées pour empêcher la divulgation d'informations environnementales, il y en a une, c'est la section sur les renseignements qui peuvent avoir une incidence sur les décisions administratives et politiques. Ça, c'est toutes les analyses, les recommandations, les avis au sein de l'administration publique. Par exemple, un avis interne sur la situation d'une espèce, une analyse politique qui a été faite par le service de biologie de tel département. Ça peut avoir une incidence, c'est des analyses intenses, c'est l'État. Mais ce soir, on ne va pas parler de celle-là, on va parler de ce qui est l'amendement, vous allez voir tantôt, qui vient annuler toutes les avancées éventuelles sur l'accès à l'information avec le projet de loi 102. C'est la deuxième grande exception, c'est celle des renseignements qui peuvent avoir des incidences sur l'économie. Il y a un grand philosophe économique du nom de Dédé Fortin qui avait dit, à un moment donné, il faut faire rouler l'économie. Les deux exceptions qui sont là, et je vous demanderai de les retenir parce que c'est ce qu'on vient d'ajouter dans le projet de loi 102. Ces deux articles-là ont été mis en 1982 et n'ont jamais été changés. Et si vous regardez le premier, l'article 23, c'est un organisme public ne peut, c'est pas il peut, c'est facultatif, là. Toutes les autres exceptions de la loi sur l'accès, quand on touche un ministère à produire une analyse, les restrictions, ce que ça dit, c'est que le ministère peut divulguer, mais il a le droit de ne pas divulguer. C'est optionnel. Mais quand c'est des renseignements commerciaux qui ont été remis par les demandeurs d'autorisation, le ministère, les
municipalités, tous les organismes publics, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas communiquer le secret industriel d'un tiers. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Les groupes environnementaux, moi, n'importe qui, c'est pas le secret industriel, parce que les promoteurs de ce temps-ci se font beaucoup aller là-dessus au sein du ministère en disant que c'est le secret industriel. La représentante du Conseil patronal de l'environnement du Québec, Maître Hélène Lauzon, en commission parlementaire, a dit que, et je cite, derrière pratiquement chaque autorisation du ministre, il y a un secret industriel. Donc, quand vous changez un ponceau, il y a beaucoup de secrets industriels là-dessus. La fabrication, on construit une nouvelle route, il y a beaucoup de secrets industriels. Les sites d'enfouissement, beaucoup de secrets industriels, évidemment, que les Chinois n'ont pas, et qu'on pourrait peut-être obtenir par la loi sur l'accès. Mais ce n'est pas là le problème, et dans les 25 dernières années, parce que pour faire une thèse, j'ai étudié des centaines et des centaines de décisions de la Commission, il n'y en a pas vraiment des secrets industriels. Les entreprises n'ont pas des secrets industriels là, que le commissaire à l'accès à l'information pourrait regarder et dire « Oh, monsieur, c'est pas le secret industriel, ça. » C'est plus la partie suivante qui est dramatique. Un renseignement de nature industrielle, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical, de nature confidentielle fourni par un tiers au sens de la loi sur l'accès, c'est quelqu'un qui est hors de l'administration publique. Une entreprise, par exemple, qui veut une autorisation, qui veut un permis, qui veut une subvention, qui veut une formule d'aide, doit souvent donner des documents à l'administration publique, peu importe les ministères, peu importe les municipalités. Et quand c'est. Donc, ça, c'est un tiers. Donc, de nature confidentielle fournie par un tiers et actuellement traité par un tiers de façon confidentielle sans son consentement. Donc, quand on fait une demande sur un document qui a été fourni par une entreprise, il faut que l'organisme ne peut pas divulguer sans qu'il demande le consentement à cette entreprise. Vous regarderez, en 1982, les personnes qui ont rédigé ça n'ont pas pensé à c'est quoi une information de nature environnementale. Parce que je vous mets au défi, pensez-y, de trouver une information de nature environnementale, mais qui ne soit pas un enseignement de nature soit industrielle, financière, commerciale, scientifique ou technique. Parce qu'une information environnementale, le débit réservé, la quantité d'eau que doit laisser passer une petite centrale ou un barrage d'Hydro-Québec, ça a été demandé par Fondation Rivière. Bon, ben, on a considéré que c'est sûr que ça peut être un enseignement de nature industrielle, technique, et on a même dit que c'est un enseignement de nature financière, parce que si les compétiteurs, c'est ce qu'on a dit, si les compétiteurs savent combien d'eau je laisse passer par-dessus le barrage sans la turbiner, ils vont être capables de comprendre c'est quoi mon taux de rendement sur mon barrage, parce qu'ils vont calculer mes turbines. Donc, c'est un enseignement et industriel, et commercial, financier, et effectivement, Fondation Rivière n'a jamais eu ce type d'information. Et c'est comme ça partout. Parce que les entreprises se réclament de cette exception-là. Et de nature confidentielle fournie par un tiers et habituellement traitée par un tiers, mes collègues, distingués collègues du barreau, avocats, mais qui travaillent pour le droit des entreprises, c'est écrit en toutes lettres, il y a des textes de doctrine juridique qui disent, qui conseillent leurs clients, et c'est tout à fait correct de bonne foi, si vous voulez vous prémunir devant une demande d'accès à l'information éventuelle, sur un document que vous aurez eu l'obligation de remettre au ministère de l'Environnement pour obtenir soit une autorisation, peu importe, bien, mettez un sceau confidentiel dessus. Le soir, mettez ça dans des classeurs verrouillés, dans un local fermé. Et si jamais il y a un citoyen ou une municipalité qui a la patience, qui va décider de contester le refus du responsable d'accès à l'information du ministère, on va voir tantôt comment ça fonctionne, bien, devant la commission d'accès à l'information, vous direz, monsieur le commissaire, c'est un enseignement que je traite de façon confidentielle et c'est un enseignement de nature industrielle, financière, technique ou commerciale et donc, sans mon consentement, vous ne pouvez pas divulguer et je ne donne pas mon consentement. Et c'est ce qu'on propose, de ne pas donner le consentement. Et c'est normal, d'une certaine façon. 24, c'est dans la même veine. Ne peut non plus, là, ce n'est pas la nature des renseignements. Ce qu'on a prévu, c'est l'effet possible pour le tiers. Donc, un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers, et là, les mots sont importants pour un juriste, lorsque cette divulgation, je vais vous montrer la différence tantôt, risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat.
Moi, j'étais dans le monde des affaires avant de devenir un juriste, là, comme je l'ai compté tantôt. Et risquer vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat. Je peux vous dire que les contrats, il y en a plusieurs qui ont tombé, qui essaient de négocier pour pas mal moins que ça. Ça, c'est très, très, très large. Et en plus, après, on dit causer une perte à ce tiers, procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers sans son consentement. Donc, ces deux exceptions-là qui donnent un droit de veto aux tiers, aux entreprises, sont, depuis les années 90, les deux principaux obstacles à la divulgation d'informations environnementales qui étaient pourtant prévues par la loi sur la qualité de l'environnement, comme je vais vous montrer. Je sais que c'est petit, là, la présentation PowerPoint va être rendue disponible, mais c'est le type de documents qui ont été refusés dans l'histoire, avec des articles 23-24, des rapports de caractérisation des sols, des plans d'architectes d'ingénieurs, des documents qui accompagnaient des demandes de certificat d'autorisation, des rapports d'experts sur les normes relatives à la teneur en monoxyde de carbone, différentes études hydrologiques, géologiques. Souvent, par exemple, les municipalités s'opposent au fait qu'il y ait des permis de carrière sablière qui soient donnés par le ministère de l'Environnement parce qu'ils en ont déjà 2, 3, 4 sur leur territoire et qu'ils trouvent qu'une cinquième, ils ont déjà des problèmes de nappe phréatique. Le ministère dit oui, mais nous, on a donné l'autorisation parce que le promoteur nous a remis une étude hydrogéologique. Les municipalités disent ben, on aimerait ça l'avoir, on fait une demande d'accès pour vérifier parce que nous, on a un peu de difficulté à être d'accord avec ça. Ils vont dire non. Parce que l'étude hydrologique, elle a été remise par un tiers, elle n'a pas été fabriquée par le ministère de l'Environnement. C'est très certainement un renseignement de nature industrielle, technique ou scientifique. Et si elle était connue, ça pourrait donner des idées à les tiers, etc. Donc, c'est refusé. Il y en a plein comme ça. J'en ai mis une que je la trouve loufoque un peu. On a considéré que c'était confidentiel, des cartes synthèses de zone d'épandage de lisier de porc. J'ai un ami agronome ici, là. Quand vous épandez le lisier de porc, ça ne reste pas confidentiel très longtemps. Mais bon, la loi sur la qualité, c'est les mécanismes, les deux. La loi sur la qualité de l'environnement, j'ai dit tantôt 78. En 78, on donne à tous citoyens du Québec un droit à la qualité de l'environnement. L'article 19.1. On va voir tantôt en quoi ça signifie. Et pour que ce droit-là s'exerce, les trois fameux droits procéduraux de tantôt, parce que le Québec n'est pas hors de la planète, il voit un peu ce qui se passe au niveau du droit international de l'environnement. En tout cas, à cette époque-là, on l'a regardé. Il y a deux. La forme passive d'information, c'est répondre aux demandes. La forme passive, c'est dans le jargon juridique, mais le gouvernement, l'État n'a rien à faire. Il attend les demandes des citoyens qui font des demandes d'accès à l'information et éventuellement, il y répond. Oui, non. Il demande. La forme active, c'est la diffusion automatique et c'est ce qui est mis de plus en plus de l'avant au international. C'est que là, c'est le gouvernement qui a l'obligation, par des registres publics, de diffuser, sans qu'on lui en fasse la demande, de l'information, des rapports sur l'état de l'environnement. C'est la forme active et ça, quand je dis les deux dispositions, dans toute la loi sur la qualité de l'environnement, il y a deux articles qui parlent d'accès à l'information pour les citoyens. L'article 118.4, la possibilité de faire une demande, je vais vous montrer tantôt, et l'article 118.5, le registre. Dernier point, à ce moment-là, qui contribue aussi à l'information, c'est la création du BAC, dont on a beaucoup entendu parler cette semaine avec le projet RR, et qui lui aussi, ça aide à l'information des citoyens parce qu'il y a l'étude d'impact obligatoire du promoteur qui est rendue publique, le rapport du BAP aussi, donc ça participe de la question de l'accès à l'information. La première disposition, l'article 118.4, la demande, et ça n'a pas changé ça non plus depuis 1978, sauf le deuxième alinéa, toute personne a le droit d'obtenir du ministère au nom changeant, là, parce que lui, ce nom-là, il change régulièrement, copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination, ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. C'était là en 1978. 4 ans plus tard, en 1982, on adopte la loi sur l'accès. On est obligé d'ajouter un deuxième alinéa parce qu'il y a une restriction. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions au droit d'accès prévues à l'article 28. Pas 23, 24 qu'on vient de parler, il ne s'applique pas, ce n'est pas des restrictions. L'article 28, c'est sur l'administration de la justice. Quelqu'un ne peut pas faire une demande d'accès pour avoir le dossier des inspecteurs du ministère de l'Environnement pour savoir si ça chauffe pour lui. Donc, l'article 28, c'est tout à fait normal, il n'a jamais été nuisible, et c'est la seule restriction de la loi sur l'accès qui a été mise là en 82.
faut voir que cet article-là, déjà en partant, c'était quand même pas le Pérou parce que c'est limité aux contaminants. Si vous vouliez obtenir, faire une demande d'accès à l'information pour savoir c'est quoi l'état des milieux humides sur l'île de Laval, ben, l'état des milieux humides sur l'île de Laval, ou peu importe, c'est pas un renseignement qui porte sur des contaminants, 118.4 ne s'appliquait pas. Si vous vouliez avoir un renseignement sur le débit d'eau réservé, la quantité d'eau, mon exemple de tantôt, doit laisser. Ben, l'eau, ce n'est pas un contaminant. Ça ne s'applique pas non plus. L'état de la rainette ou du béluga à Capuna, ben, ce n'est pas l'état d'une espèce en péril, ce n'est pas un renseignement qui porte sur les contaminants. Donc, ça ne s'appliquait pas non plus. Il y a une définition qui était dans la loi, vous voyez là, je l'ai mis, et qui disait qu'un contaminant, c'est seulement quelque chose qui est susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement. Donc, en théorie, on n'a pas à attendre qu'un contaminant, à attendre d'être contaminé pour se servir de 118.4. Parce que c'est seulement un contaminant, la définition, c'est quelque chose qui est susceptible d'altérer l'environnement. Par contre, la loi a été adoptée en 82. Vous voyez ici, en 96, il y a une décision de la Commission d'accès à l'information qui a fait basculer. Parce que là, le commissaire, je l'ai mis ici, c'est en guillemets, ça dit l'article de l'accès à l'information, parce qu'il y a eu un promoteur à un moment donné qui a dit, écoutez, là, moi, il y a une loi sur l'accès, il y a quelqu'un qui a fait une demande d'un document. Je considère que mes restrictions, les articles 23 et 24, ils devraient s'appliquer. On lui a répondu, ben non, l'article 118.4, ça s'applique. La seule restriction de la loi sur l'accès, c'est l'article 28. Oui, mais contaminant, comment vous l'interprétez? C'est ce que le juge, le commissaire a obtenu. L'article 118.4 permet d'avoir accès à des renseignements relatifs à la quantité et la quantité. Et là, lui a mis en italique les verbes contaminant émis, dégagé, rejeté ou déposé par une source de contamination concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Il dit donc, à mon avis, il ne peut y avoir d'émission de rejet ou de dépôt de contaminants pour un projet non encore en opération. Donc, lui, ce qu'il dit, il part du temps des verbes, c'est pour ça que c'est écrit en droit une interprétation grammaticale restrictive. Il dit tel que c'est écrit là, les seuls renseignements auxquels la loi de l'article 118.4 s'applique, c'est des renseignements sur une contamination avérée. Vous avez des boutons, ça vous démange. Bien là, vous avez un renseignement qui porte sur ça. Oui, 118.4 écarte les exceptions. Mais les renseignements que dépose au moment d'une demande d'autorisation, au CQDA, on est allé dans la saga des gaz de schiste, on avait fait une demande d'accès à l'information pour obtenir les produits contaminants que l'industrie des gaz de schiste utilisait dans ses forages. Le ministère de l'Environnement avait ces informations-là. Parce que les producteurs, ceux qui faisaient des forages et de la fracturation hydraulique, avaient dû demander des autorisations environnementales. Ils avaient déposé quel type de contaminants, quelle quantité, quels produits, comment on va les traiter, si c'est des produits contaminants dangereux, ils vont aller à telle place précise. On a voulu savoir en se servant de 118.4. On s'est fait refuser parce qu'ils ont dit, le ministère, suite à la décision Burcom, ces documents-là, ils ne portent pas sur des contaminants émis, dégagés, rejetés. C'est sur des renseignements qui portent sur des contaminants qui vont être dégagés, qui vont être émis, qui vont être rejetés. Ça va être, à un moment donné, ça va être des contaminants, ces renseignements-là. À un moment donné, ça deviendra, 118.4 pourra s'appliquer, mais pas au moment de la demande d'autorisation. Donc, on s'est fait dire non sur toute la ligne. Et, si on n'est pas les seuls, très généralement, les groupes environnementaux, depuis 1996, donc depuis 20 ans, on se fait dire non sur 118.4, parce que comme 118.4 ne s'applique pas à l'étape de la demande, bien, les restes, on applique la loi sur l'accès aux documents, donc les restrictions des articles 23 et 24, c'est les tiers qui doivent autoriser la divulgation. Je ne connais pas grand monde qui va autoriser la divulgation de contaminants qu'il va émettre dans l'environnement, même si c'est fait parfaitement légalement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est préférable, si j'ai la chance de ne pas les divulguer, je comprends les gens qui se refusent à la faire. Donc, la loi sur l'accès, il y a eu... j'ai sauté une diapo. Bon. Il y a eu deux lois en relation juridiques troubles, parce que justement, il s'est posé la question, c'était réglé en 2006, encore là, parce que c'est un débat qu'on va voir sur le projet 302. Est-ce que la loi sur l'accès, c'est un seuil minimal, et qu'une loi comme la loi sur la qualité de l'environnement ou d'autres lois pourraient être plus généreuses, ou si c'est un plafond,
et que là, toutes les lois doivent être conformes à ce qui est prévu, donc les restrictions, par la loi sur l'accès. Finalement, en 2006, heureusement, c'est monté jusqu'en cours supérieur, mais ça a été, c'est maintenant établi. La loi sur l'accès aux documents, c'est un plancher minimum. Il n'y a rien qui empêche, contrairement à certains discours qu'on entend présentement au cabinet du ministre Sartel, de faire en sorte que la loi sur la qualité de l'environnement ait des mécanismes plus généreux, plus libéraux en termes de divulgation. Un des problèmes de ce type quand on fait des demandes, c'est l'application, ce qu'on appelle discrétionnaire du ministère, parce que quand on fait une demande d'accès, il y a deux lois possibles. Le responsable d'accès à l'information au Québec, ils n'ont aucune protection juridique. Vous imaginez, en 2010, 2011, quand on a fait notre demande sur les gaz de schiste, à l'époque, Mme Normando, vice-première ministre, le premier ministre Charest, M. Caillé, disaient tous, voyons, inquiétez-vous pas, les produits chimiques utilisés, il n'y a aucun danger là-dedans, vous avez ça probablement en dessous de votre évier de cuisine, salle de bain. La personne à qui on fait une demande d'accès à l'information, c'est des responsables régionaux. Si elle divulgue les produits contaminants, elle risque de se mettre à dos ses supérieurs, là, qui peuvent être très hauts. Puis si elle divulgue des renseignements là, qui démontrent que ses confrères avec qui ils dînent le midi, là, des inspecteurs qui n'ont peut-être pas fait le travail qu'ils devaient faire, qui n'ont peut-être pas inspecté correctement, elle risque de se mettre dans des sérieux problèmes. C'est pas mal plus simple, tu as le choix. Tu dis, moi je dis non. 118.4, la loi sur la qualité de l'environnement, ça ne s'applique pas. J'applique les restrictions du tiers, là, puis le tiers, là, en vertu des articles 23 et 24, il me dit qu'il ne veut pas que ça soit divulgué. Je n'ai pas le choix de ne pas divulguer. La loi dit que je ne peux pas communiquer. Ce n'est pas de ma faute. Je vous le divulguerai bien, mais je ne peux pas. Puis si vous n'êtes pas content, ben, allez 2 ans plus tard, attendez 2 ans, vous allez aller devant la Commission d'accès à l'information, puis là, ben, si la Commission d'accès à l'information vous donne raison, ça va me faire plaisir de vous les donner. Mais 2 ans plus tard, souvent les projets, les informations qu'on cherchait sont moins utiles. C'est pour ça que la question des mécanismes de divulgation automatique, sans qu'on ait besoin de faire une demande, sont de plus en plus sur la scène internationale avancée. Et en plus, avec les nouvelles technologies, c'est nettement plus simple. En 1978, quand on a créé un registre public, là, même pour avoir des informations qui étaient publiques, il fallait faire une demande d'accès. Il n'y avait pas Internet. Maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est nettement plus facile. Mais déjà, en 1978, ça disait, le ministre tient un registre de, vous voyez, toutes les demandes de certificats d'autorisation et tous les certificats d'autorisation. Donc, quand on demande une autorisation présentement, au milieu, à partir de la loi sur la qualité de l'environnement, les autorisations ministérielles, ça s'appelle un certificat d'autorisation du ministre. Donc, la demande et les certificats devaient être rendus publics parce que, ça dit, les renseignements contenus dans les registres prévus ont un caractère public. Et ça, c'était là en 1978. Ça avait un caractère public. Et le registre public, j'ai reproduit ici, si vous allez sur Internet, sur le site du ministère de l'Environnement, vous allez à Registre public, vous avez un outil de recherche et vous voyez, vous avez demande d'autorisation soumise, autorisation délivrée. Mais faites-vous pas de bursite à cliquer pour essayer d'obtenir le document. Là. Ça ne marche pas en Ontario, aux États-Unis, en Europe. Tous les documents sont numérisés et qu'on les consulte directement. Toujours pas au Québec. Donc, ce que vous allez voir, c'est une date de demande d'autorisation, date de délivrance d'autorisation, le nom de la personne ou de l'entreprise qui a fait une demande, puis l'article qui justifie une demande, l'article 22 dans ce cas-là. Ça ne vous dit pas c'est quoi le projet au juste, c'est quoi les impacts éventuels, puis si vous voulez le savoir, bien là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire une demande d'accès à l'information. En vertu, si c'est des contaminants 118.4, ou sinon, en vertu de la loi générale, avec les fameuses restrictions des articles 23-24. Le caractère public est un petit peu atteint. Je reviens sur le 3e droit procédural. Quand je dis le droit à la qualité de l'environnement en 1978 qui est mis dans la loi, l'article 19.1, ça dit pourtant, et c'est pas pour rien qu'on avait mis des dispositions sur l'accès à l'information, toute personne a droit à la qualité de l'environnement dans la mesure prévue par la loi, mais surtout les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vrai que c'est normal. C'est pas un droit général absolu au droit à la qualité de l'environnement, peace and love, c'est ma qualité de l'environnement, j'ai le droit. Bon, c'est pas ça. C'est ce que vous avez le droit, c'est de faire en sorte, et vous pouvez prendre une injonction
Si quelqu'un ne respecte pas la loi ou ne respecte pas ses conditions d'autorisation. S'il ne respecte pas ses conditions d'autorisation, tout citoyen, toute municipalité peut prendre une injonction, pas obligé d'attendre le gouvernement, on peut y aller directement. Et la demande d'injonction visée par l'article peut être faite par toute personne physique, domiciliée au Québec, etc., qui fréquente un lieu. Et ça a été utilisé pour ce droit-là. Donc, si ce droit-là est en mesure des autorisations délivrées, si quelqu'un ne respecte pas ces conditions d'autorisation, que je peux prendre une injonction, mais toujours faut-il que je connaisse les conditions d'autorisation. Parce que si je n'ai pas accès aux conditions d'autorisation, si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont autorisé comme débit réservé, qu'est-ce qu'ils ont autorisé comme tonnage, qu'est-ce qu'ils ont autorisé comme transport de camion dans le site d'enfouissement, qu'est-ce qu'ils ont autorisé comme type de matière dans le site d'enfouissement, il y a des quantités, il y a des types. S'ils respectent, pas de problème, je n'ai pas de recours. Au Québec, on n'a pas de recours. Mais comment je fais? On me dit que j'ai un recours, mais si je n'ai pas l'information, c'était pour ça qu'on avait mis les articles 118.4 et 118.5. Oh, excusez. Donc, encore là, la loi sur l'accès aux documents, en 1991, parce que toute la première décennie d'application de la loi sur l'accès, de 82 à 90, il n'y avait pas de problème. On nous donnait, quand les gens faisaient des demandes d'accès à l'information, on nous donnait les renseignements sur les contaminants, comme j'ai expliqué tantôt. Là, ils ne disaient pas, parce que la Commission d'accès à l'information n'avait pas rendu sa décision, ils ne disaient pas qu'il faut attendre que la contamination ait lieu. Ce n'est pas des renseignements qui ne portent pas sur la contamination. Même chose pour le certificat. Jusqu'à toute la décennie des années 80, un certificat d'autorisation, c'est généralement, je vais vous donner un exemple, c'est généralement un document de 2 pages dans lequel le ministre dit vous êtes autorisé, monsieur, madame, machin chose, à faire telle chose selon les conditions suivantes. Et là, c'est des rubriques. Par exemple, débit réservé sur un projet de petit barrage. J'ai été membre de la Fondation Rivière, c'est pareil, je reviens souvent là-dessus. Sur les petits barrages, c'est marqué débit réservé. Et là, ça va être indiqué à côté, selon le document, la lettre envoyée par le directeur général de l'entreprise à telle date. Parce qu'il y a un échange de communication au moment des discussions autour de l'autorisation. Et c'est les tiers dans leur document, dans lequel, très généralement, les conditions d'autorisation, on y réfère dans le certificat d'autorisation. Et là, encore là, un promoteur, dans les années 80, s'est dit, moi, là, c'est vrai que le certificat d'autorisation, il est marqué que c'est public et qu'il y a un registre, mais les documents là, qui mentionnent au certificat d'autorisation, c'est moi qui les ai remis, ces documents-là. Et je ne veux pas qu'ils soient publics. Fait que ces documents-là, je considère qu'ils ne font pas partie du certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation, c'est un document de 2 pages. Mes documents, c'est des documents, OK, ils sont mentionnés au certificat d'autorisation, mais ces documents-là, ils relèvent de la loi sur l'accès aux documents. Ils relèvent des restrictions des articles 23 et 24. Avant de les rendre publics, il faut qu'on me demande l'autorisation. Si je ne veux pas les rendre publics, je dis non. Ils ne sont pas rendus publics. Ça, il s'en va dans la Commission d'accès à l'information en 86, et la Commission, comme le ministère de l'Environnement, défendent. Non. C'est un registre public, et c'est clair. Pour faire valoir le droit à la qualité de l'environnement puis l'injonction, les documents qui sont mentionnés au certificat d'autorisation deviennent automatiquement publics eux aussi. Et c'est la politique du ministère durant toute la décennie des années 80. Et la Commission confirme ça. Mais le promoteur a des sous, puis il faut aller plus loin, conteste ça en appel devant la Cour du Québec, puis la justice étant ce qu'elle est, ça prend 5 ans en 1991. En 1991, aux surprises, il y a eu des changements de gouvernement. Quand on arrive devant la Cour du Québec, la position du ministère de l'Environnement a changé. Maintenant, il défend la position de l'entrepreneur et dit non. Maintenant, on a changé notre opinion. Les documents qui sont mentionnés au certificat d'autorisation ne devraient pas relever de 118.5 et être rendus publics. C'est des documents qui devraient relever de l'accès aux documents généraux. Et donc, si le promoteur veut invoquer les restrictions des articles 23 et 24, il a tout à fait le droit. Et la Cour du Québec, sans surprise, M. Burkham, récupération Portneuf, c'était un ancien militaire, John Burkham aussi, qui était derrière cette affaire-là, cette histoire-là. Pas lui, il n'a jamais vu venir ça. Là, tu te présentes en appel et le procureur du ministère de l'Environnement change sa position. La Cour du Québec a donné raison et dit un certificat d'autorisation a un caractère public, le certificat comme tel, mais pas les documents en faisant partie intégrante. Et donc, même si les conditions d'autorisation essentielles pour faire valoir notre éventuel droit à l'injonction se retrouvent dans ces documents.
j'ai ici, je sais que c'est petit aussi, mais c'est un certificat d'autorisation, c'est comme ça. Et vous voyez, ça, c'était dans le cas Kakuna sur les Belugas. Le ministre de l'Environnement Hurtel, qu'on a fait renverser sa décision par la Cour supérieure, il y avait 10 conditions énumérées. Ça dit en haut, les documents suivants font partie intégrante du présent certificat d'autorisation. Dans tous les cas, c'est écrit comme ça. Un document officiel. Et là, c'est lettre adressée au ministère du Développement durable, datée, signée par. Et dans ce cas-là, il y avait 9, c'était des lettres remises par le cabinet d'avocats de France-Canada. En plus, c'est notre pièce, là, parce qu'en plus, ils espéraient, eux autres, faire valoir le secret professionnel. Mais il y avait, par exemple, ici, une lettre transmise par une biologiste, Marie-Carole Gosselin, de CIMA+, une entreprise d'ingénierie bien connue, concernant des précisions sur le projet. Là-dedans, il y a des autorisations, il y a des conditions d'autorisation. Mais c'est un document qui est remis par un tiers, fourni par un tiers. Et lui, le tiers, il dit, ça, c'est sûr que cette affaire de biologiste-là, il traite ça de façon confidentielle, comme j'ai dit tantôt. Donc, il a demandé les restrictions de l'article 24 et le ministère a refusé de transmettre ces documents-là. C'est parce qu'on est allé devant les tribunaux pour la chose que. Mais donc, ça, c'est comment c'est fait un document. Comment c'est fait un certificat d'autorisation. Il y a eu une petite lumière en 2005-2006 parce que une municipalité, ça a plus de sous et de temps, de patience, si on veut, qu'un simple citoyen qui fait une demande d'accès. La municipalité de Chelsea, dans la Lanaudière, a fait une demande pour des documents, entre autres, c'était des projets de carrière sablière à Chelsea. Il y en avait déjà 2. Il y avait déjà des problèmes de nappe phréatique, d'approvisionnement. Les élus se questionnaient. Puis le ministère de l'Environnement venait d'autoriser une autre carrière sablière sur le territoire de Chelsea. Puis en disant, comme mon exemple tantôt, ben nous, le promoteur, il nous a fourni une étude hydrogéologique qui montre que s'il fait sa carrière sablière, il n'y aura pas plus de problèmes avec les nappes phréatiques. Ne vous inquiétez pas. Eux, ils disent, on s'inquiète quand même, puis devant nos citoyens, on aimerait ça avoir l'étude hydrogéologique pour la comparer à la nôtre. Parce que 2 études hydrologiques, peut-être que ce n'est pas nécessairement toujours la même chose. Donc, ils font une demande d'accès, sans surprise, le promoteur dit non, 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 ça c'est un document c'est moi qui l'ai remis au ministère de l'Environnement. Et c'est sûrement un renseignement de nature industrielle, commerciale, scientifique, etc. Puis en plus, si mes compétiteurs savaient ça, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Donc, je me prévaux de mon droit, je ne refuse la divulgation. Et la Commission d'accès à l'information confirme, parce que c'est la jurisprudence depuis 1985. Donc, Chelsea décide d'aller plus loin. Eux, ils vont devant la Cour du Québec. Et là, c'est là la lumière. En Cour du Québec, on a monté dans l'appareil. Le juge Brassard, il dit le certificat est donc constitué de l'ensemble de ces éléments constituants, c'est-à-dire le document intitulé certificat, ainsi que de l'ensemble des documents en faisant partie intégrante. Ce sont d'ailleurs les documents qui en font partie intégrante qui constituent la substance réelle de l'autorisation donnée en vertu de l'article 22. Qui permet le permis, le certificat d'autorisation, puisque la grande majorité des informations nécessaires à la conformité du projet s'y retrouvent. Cet argument est d'ailleurs conforté par la mention dans le certificat d'autorisation du fait que le projet devrait être réalisé et exploité conformément à ces documents. Ça, c'est toujours, je vous ai montré l'exemple tantôt, c'est tout le temps la dernière phrase. L'entrepreneur, lui, il sait, parce qu'il sait ces documents, qu'il doit réaliser son projet en respectant les autorisations, même si elles sont mentionnées dans ces documents-là, puis que ce n'est pas écrit sur le certificat d'autorisation de 2 pages. Il doit respecter ça, sinon, là, lui, le ministère de l'Environnement pourra avoir des recours, parce que lui, il sait s'il respecte ou s'il ne respecte pas les conditions d'autorisation. C'est lui qui les a données. Mais les citoyens, s'ils n'ont pas accès aux documents, eux ne savent pas si le promoteur respecte ou ne respecte pas les conditions d'autorisation. L'entrepreneur n'est pas satisfait, ni le ministère de l'Environnement. Ils s'en vont. Je ne fais pas un cours de droit contentieux, c'est ce que j'enseigne entre autres. Ils décident d'aller porter ça, un pourvoi en contrôle judiciaire, en révision judiciaire à l'époque, devant la Cour supérieure. Ils disent non, la Cour du Québec, là, le ministère de l'Environnement n'est pas d'accord du tout avec ça, ni l'entrepreneur. Par contre, la Cour supérieure donne tort au ministère, donne raison au juge de la Cour du Québec, et, je cite un extrait ici, de Québec contre Brossard. L'article 19.3 de la LQE consacre le droit d'une municipalité de s'adresser à notre cour afin d'obtenir une injonction en cas de non-respect par le titulaire d'un certificat d'autorisation des conditions qui y sont prévues. Or, l'exercice de ce droit devient impossible si l'on ne connaît pas la portée et le contenu véritable du certificat. Il a tout à fait raison, là, le juge.
Et le 19.3 qui consacre le droit d'une municipalité, 19.3, ça donne le droit aux citoyens et à la municipalité de prendre une injonction. C'est le même raisonnement, c'est le même article. Donc, selon la Cour supérieure, selon la Cour du Québec, les documents qui sont mentionnés au certificat d'autorisation devraient être rendus publics. C'était la lumière. J'étais en train de faire ma maîtrise. Wow! Par contre, ça a été fini là. L'année suivante, Saint-Nazaire, là, les municipalités ont commencé à faire des demandes d'accès parce qu'ils étaient contents. Là, ils venaient d'avoir une décision qui allait dans leur sens. Les municipalités ont dit ah, on va les demander, les renseignements. Saint-Nazaire, tout de suite après, même si la Cour supérieure, même si la Cour du Québec avait renversé la décision, le ministère a continué à défendre le fait. Chauncey, c'est une décision isolée. Oubliez la Cour du Québec, là, oubliez le pouvoir de contrôle judiciaire. Ces documents-là, ça ne fait pas partie du certificat d'autorisation, ce n'est pas ce que la loi dit, et la Commission d'accès à l'information lui donne raison. Saint-Nazaire perd, et là, il y en a eu un autre Val-des-Monts un peu plus tard, encore là, une autre étude hydrogéologique qui était mentionnée au certificat. Et là, Val-des-Monts, il y a un avocat là-dedans qui allègue le rôle de fiduciaire des municipalités, parce que les municipalités ont plusieurs responsabilités en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, puis il dit, nous, comme municipalité, pour exercer notre rôle de fiduciaire, il faut avoir ces renseignements-là. La Commission dit, si tant est que les municipalités bénéficient d'un droit d'accès privilégié aux documents laitiers, il n'est pas de sa compétence d'en assurer le respect. Ça, c'est le commissaire d'accès à l'information. Lui, il dit, je ne sais pas s'ils ont le droit, puis de toute façon, ce n'est pas ma compétence d'en assurer le respect. Dans la loi sur l'accès, je ne sais pas où on irait, là. Il y a d'autres juristes que moi, où on va, si la Commission ne peut pas nous entendre là-dessus. Donc, depuis ce temps-là, ça n'a pas cessé. Chauncey a été l'unique cas où des documents qui étaient mentionnés au certificat d'autorisation ont été rendus publics. Dernier exemple, plus récent, Lac-Saint-Jean, c'est une MRC. Donc, il y a plusieurs municipalités qui, encore là, ne sont pas satisfaites d'une décision du ministère de l'Environnement d'autoriser un projet de tourbière. Parce qu'il y a des problèmes de nappe phréatique, de pluie artésienne dans la population. Ils craignent un peu que les opérations de tourbière peuvent... Donc, ils font une demande d'accès à l'information. Et là, ils se font refuser. Demande de certificat d'autorisation, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, c'est le premier item de 118.5. Là, ce n'est pas des certificats, ce n'est pas des demandes, ce n'est pas des documents fournis par des tiers, c'est la simple demande de certificat d'autorisation. Ils se la font refuser, c'est écrit aussi. Certificat d'analyse d'eau, l'inventaire des micro-mammifères, l'analyse d'eau, c'est le droit à l'eau potable, le droit à la qualité de l'eau. J'ai dit la loi en 2009, ça n'a pas l'air que c'est rendu jusque-là. Inventaire des micro-mammifères, la question de capacité de support des écosystèmes, analyse physico-chimique des cours d'eau récepteurs, des rapports d'expertise concernant l'impact de l'exploitation éventuelle d'une tourbière sur les eaux souterraines. Bon, c'était assez intéressant pour les élus municipaux et de la MRC d'avoir ça. Une lettre d'engagement de suivi des conditions d'exploitation. Ils sont engagés à quoi? Juste là après, là. C'est le fun de le savoir. Et ils ne l'ont pas su. Le promoteur, dans la décision, j'ai mis, c'est au paragraphe 100, le promoteur a dit devant la commission, la compétition, parce que c'est le fameux article 23-24, la compétition en connaissance de ces informations pourrait tenter de mettre des embûches. On pourrait aussi dire, respectueusement, que la population en connaissance de ces informations pourrait tenter de faire valoir ces droits qui sont reconnus tant dans la loi sur la qualité de l'environnement que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne depuis 2006, le droit à l'environnement 5, sans ces informations-là. Mais le ministère, notre ministère de la Défense de l'Environnement dit, le ministère considère que les documents annexés au certificat d'autorisation, c'est des documents annexés à un certificat d'autorisation du ministère. Ils appartiennent, l'environnement c'est public, l'eau, l'air, mais bon, ils appartiennent à Tourbière-Lambert et qui sont traités comme étant de nature confidentielle. La règle interne, parce qu'ils savent très bien que la loi 118.5, l'article 118.5, il n'y a eu jamais aucune mention des restrictions d'aucune. La loi sur l'accès aux documents, 118.5, ça parle d'un registre public, puis il n'y a aucune mention d'aucune exception de la loi sur l'accès aux documents. Jamais mentionné. C'est la Commission d'accès à l'information qui en a fait une interprétation sur laquelle le ministère s'agrippe, je ne dirai pas comment. La règle interne quant à l'accès aux documents, concernant les tiers, fait en sorte qu'il revient aux tiers concernés de statuer quant à l'accessibilité des documents en regard du caractère des renseignements détenus. Donc, le ministère prend cette position-là. Donc, vous voyez dans quel état est la question de l'accès à l'information environnementale au moment où on se parle.
ça fait au moins 25 ans, les décisions de la Commission d'accès à l'information, qu'il n'y en a plus de divulgation d'accès à l'information environnementale. C'est la conclusion de ma thèse. Les groupes environnementaux font plus de demandes d'accès à l'information. C'est une perte de temps. Tu vas te faire dire non. Puis le délai moyen, selon la Commission d'accès à l'information pour être entendu, présentement, c'est 22 mois. Et après, si tu vas aller en Côte du Québec, tu rajoutes un autre 2 années, il y a des histoires d'horreur de 5-6 ans avant d'avoir une réponse définitive et qui finalement est toujours la même. Non. Donc, j'espérais, et c'est pour ça que j'ai fait une thèse en espérant que ça soit un jour, il va y avoir un changement dans cette loi-là, c'est comme rien. On va se rapprocher de ce qui est prévu au niveau international. Et en juin 2015, l'autre avant, le ministre Hortel annonce, il dépose un livre vert. Et dans ce livre vert-là, il annonce qu'ils vont faire une réforme attendue par tout le monde là, sur la loi sur la qualité de l'environnement. Je cite ici le livre vert. En ce qui concerne les autorisations ministérielles, on constate que le registre contient peu d'informations sur ces dernières, effectivement. Les citoyens souhaitent obtenir plus d'informations sur les projets. Les citoyens doivent déposer des demandes en vertu de la loi sur l'accès et sur la protection de l'enseignement personnel pour obtenir une copie des autorisations. Quand c'est normalement ailleurs, c'est déjà numérisé et accessible directement. En plus d'être lourde, cette démarche peut occasionner des coûts pour les citoyens. Le ministère de l'Environnement, à lui seul, reçoit 12 000 demandes en moyenne, 12 000 demandes d'accès à l'information par année. C'est 1 000 par mois. Calculez ça par jour ouvrable. Le traitement pour aller vérifier les documents, quand ça pourrait être numérisé et accessible en cliquant dessus, comme en Ontario, comme aux États-Unis. Donc, il y a une question budgétaire. Ils sont conscients, ils se disent, bon, ça serait pas mal plus simple si on les mettait directement en ligne. Le traitement de ces demandes est très exigeant pour le ministère. Et là, je parle juste du ministère de l'Environnement. Le livre vert, en conséquence, propose bonifier le contenu des autorisations ministérielles afin que celles-ci contiennent une information plus complète. Ils admettent que l'information à date n'était pas tellement complète. Donc, soit les conditions à caractère environnemental, les conditions d'autorisation à caractère environnemental, celles qui n'ont pas à caractère environnemental, c'est les groupes environnementaux, les citoyens, ils ne le demandent pas. Là. Ils ne demandent pas l'état marital du président de l'entreprise, ils demandent les conditions environnementales. Quel type de contaminant? Est-ce que vous êtes dans un milieu humide? C'est quel type de suivi que vous allez accorder à ça? Les renseignements d'intérêt public, les programmes de suivi environnemental qui est tenu de réaliser le titulaire d'autorisation. Il est aussi proposé de rendre disponibles des autorisations directement sur le site web du ministère. Comme a dit un premier ministre, nous sommes en 2017 après tout. Certains renseignements à caractère confidentiel et stratégique, tels les secrets industriels, demeureraient protégés. Il n'y a pas de problème là, comme je l'ai dit tantôt, les groupes environnementaux, tout le monde n'a pas de problème. Vous mettez comme seule exception des secrets industriels. Si Cadbury veut construire une usine, il n'y a pas personne qui veut savoir, qui pense qu'il va obtenir le secret de la caramide. Ce qu'on veut obtenir, par contre, c'est que s'ils construisent une usine de Cadbury dans un milieu humide, qui vont atteindre à des cours d'eau, ou que leurs usines, les effluents, vont rejeter des effluents dans les cours d'eau, ou que la qualité de l'air va être affectée, ça, ces renseignements-là de nature industrielle doivent être communiqués. C'est différent des secrets industriels. Donc, suite au livre vert, on est allé, le CQDE, moi, mon collègue Michel Bélanger, tout un groupe, on est allé déposer un mémoire devant le ministre Hortel, proposant des modifications, des bonifications au livre vert, et juin 2016, l'été dernier, le ministre dépose le fameux projet de loi 102, dont vous avez le long titre ici, qui vise à moderniser le régime d'autorisation environnementale, parce que le ministère n'en fait pas cachette. L'objectif principal du ministère de l'Environnement dans son projet de loi, c'est de simplifier les régimes d'autorisation. On veut diminuer, ils l'écrivent en toutes lettres, le nombre d'autorisations environnementales de 30 Pourquoi 30 Il n'y a personne encore qui y a répondu. Et quel type, on ne sait pas, mais ils vont créer une nouvelle catégorie d'autorisation qui en fait une attestation, une déclaration de conformité. Pour certains types de projets, le promoteur n'aura qu'à envoyer une déclaration comme de quoi il va se conformer à la réglementation. Ça existe en Ontario. Ce n'est pas dramatique parce que si ça se touche seulement en Ontario, les lave-autos, les services de buanderie à sec, nettoyage à sec, c'est pas dramatique. Par contre, on ne sait pas parce que les règlements d'application qui vont déterminer quel type de projet va être assujetti à ce nouveau mécanisme, quel type de projet va rester assujetti
à la procédure d'évaluation des examens des impacts qui peut amener des audiences du BAC? On ne le sait pas. Mais donc, le projet de loi, il vise principalement les entreprises, puis les entreprises étaient contentes, puis c'est un gouvernement libéral, majoritaire. Dans un état de droit, il n'y a pas tellement de surprise à ce que ça soit ça. Par contre, et on a écrit là-dessus, j'ai écrit là-dessus, mais d'autres personnes, on est allé aussi en commission parlementaire sur le projet de loi 102, pas plus tard qu'en novembre, et on a félicité rapidement, parce qu'on avait d'autres choses à dire, le ministre sur la principale avancée pour nous de ce projet de loi-là, c'était l'accès à l'information. J'étais content, je dis, il y a du monde qui ont lu quand même, ils n'ont pas tout compris, mais ils ont lu quand même. Sur 118.4, on a ajouté avant la demande, là, on a ajouté les municipalités. Les municipalités pourront, si le projet de loi est adopté, faire une demande en vertu de 118.4. Par contre, on a modifié tout renseignement concernant la quantité, la qualité, la concentration des contaminants rejetés par une source de... Donc, c'est QMI, on a changé la définition de rejet de contaminants, c'est tout dépôt, rejet, dégagement dans l'environnement. Donc, en fait, ce qu'on vient faire, moi et plusieurs autres qui avions écrit qu'il fallait profiter du nouveau projet de loi pour renverser la malheureuse jurisprudence établie par la Commission d'accès à l'information depuis 1996, bien, au contraire, on l'a codifié. C'est ça qui est dans la loi. 118.4, c'est sur des contaminants rejetés. Le principe de prévention, d'avoir l'information sur les contaminants avant que la contamination ait lieu, est écarté. Bon, ça, on le savait. Par contre, il y avait des ajouts à 118.4 qui étaient intéressants. OK, je m'excuse que c'est petit, comme j'ai dit tantôt, mais on ajoute d'autres critères, des études de caractérisation des sols, les évaluations des risques toxicologiques, différentes études et expertises, les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants, les bilans annuels de gestion de plans de gestion de matières dangereuses transmis au ministre. Ça va être possible de faire une demande au ministère de l'Environnement et normalement, on devrait les obtenir. Ça n'existait pas. Ça, c'est des ajouts. Il y a un petit bonhomme sourire à côté, là, tout petit. Et le dernier alinéa, c'est pour tenir compte de l'existence de la loi sur l'accès aux documents. On dit le présent article s'applique sous réserve des restrictions au droit d'accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29. Aucun problème là. 23.4, 23 et 24 là, qu'on a vu sur les documents des tiers ne sont pas dans cette liste-là. Les tiers ne pourraient pas s'opposer à ça. 28 et 28.1 et 29, c'est, comme j'ai dit, des renseignements qui portent sur l'administration de la justice. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sur la question, ça c'était pour 118.4, donc il y a peu d'avancées. 118.5, le registre des conditions d'information d'une demande d'autorisation, on avait un nouvel article. La personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit, à son soutien, lui fournir les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, on ne les a pas, mais en tout cas, ils vont venir un jour, lesquels peuvent varier en fonction des catégories d'activité ainsi que du territoire où elles seront exercées. Toute demande ne comprenant pas les renseignements et les documents déterminés par règlement n'est pas recevable par un ministre ou le ministre. C'est normal, mais ça c'est dans la loi, c'est un progrès. C'est une nouveauté. On vous dit qu'il y a un règlement qui dit quel type de documents vous devez fournir. Vous ne les fournissez pas, bien, on ne parlera pas de notre temps, on ne les analysera pas. 27, c'est là que ça commence à bouger fort. 27, ça dit l'autorisation, super important, incluant les documents qui en font partie intégrante. Vous avez vu tantôt toute l'explication sur les documents qui en font partie intégrante, contient les renseignements suivants. Paragraphe 2, la description et la source des contaminants, de même que les points de rejet dans l'environnement. Ça, c'était très positif parce que ça vient contrebalancer un peu ce qui s'est malheureusement passé avec 118.4. Parce que ça, c'est au moment de l'autorisation, le demandeur, le promoteur, il faut qu'il donne une description de la source des contaminants et les points de rejet dans l'environnement. On les aurait eus par 118.5 à cause de l'article 27. Et les conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à la réalisation de l'activité, ça c'est le premier alinéa de l'article 27. C'était un progrès, un très grand progrès. Et le deuxième alinéa disait, sous réserve des restrictions au droit d'accès, encore là, les articles 28, 28.1, 29, donc 23 et 24 des tiers, c'est pas là. Toutes les analyses du ministère, les articles 37, 38, 39, c'est pas là. C'est seulement les seules restrictions qui portent sur l'accès, l'administration de la justice qui sont mentionnées. Et ça dit aussi en plus, les documents qui contiennent les renseignements mentionnés au premier alinéa ont un caractère public. Donc,
Vous avez vu les documents là, du premier alinéa, les conditions, la description de la source des contaminants. C'est clair, c'est un caractère public. Dans la même mesure, les études et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde l'autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public. Les fameuses analyses, études hydrogéologiques que les municipalités cherchaient, ils les auraient. Ils les avaient selon la mouture initiale du projet de loi 102 de l'article 27. Et le registre de 118.7.5, pour suivre ça, dit « Le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les documents de l'enseignement suivant. » Bon, le paragraphe 1, ça, c'était moins un progrès. C'est un avis de la réception de toute demande de délivrance d'autorisation. Donc, le certificat, lui, c'est du paragraphe 2, on l'aurait tenu. Mais là, le premier, c'est un avis de la réception. Donc là, c'est un peu comme actuellement. On aurait vu sur Internet, il y a un avis qu'à telle date, il y a un demandeur, son nom, qui, en vertu de tel article, a déposé une demande d'autorisation. On ne sait pas plus le contenu d'une compagnie à numéro. On ne sait pas quel type d'impact. On sait que c'est l'article 22 parce que c'est l'autorisation. Mais on n'en sait rien. Normalement, le contenu de la demande d'autorisation, c'est là que c'est important pour le principe de prévention, que les citoyens, les élus aussi, se mobilisent s'il y a lieu. Mais dans ce cas-ci, le projet de loi 102, sur la question, on avait avancé sur les autorisations, mais sur l'avis, on reste au même point. Par contre, le deuxième paragraphe, les autorisations, accréditation, certification, modifiées ou renouvelées en vertu de la présente loi, incluant tous les renseignements, documents, études et analyses mentionnés à l'article 27, que je vous ai mentionné là, tout ça, dans le registre, ainsi que les autres renseignements, documents ou études faisant partie intégrante de celle-ci, les autorisations, en vertu d'une autorisation prévue par la loi, étaient rendues publiques. C'était l'avancée majeure, comme j'ai dit, du projet de loi 102, parce que sur le reste, il y a eu des avancées en termes un peu de participation publique, mais plus, disons, plus légères, et sur l'accès à la justice, rien du tout. Mais sur cette question-là, j'avais déjà des amis qui travaillent dans les cabinets, des grands cabinets d'avocats qui m'avaient prévenu. Les associations patronales, il y a eu des réunions avec le ministère et elles ne sont pas du tout d'accord avec les avancées qui sont contenues dans le projet de loi 102 sur la question de l'accès à l'information. Et j'ai fait une recension de tous les mémoires qui ont été soumis en commission parlementaire, où j'ai allé participer, puis vous pouvez aller les lire, c'est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller réécouter les représentations. La mienne est comme celle des organismes qui sont là, mais toutes les associations patronales se sont unies, se sont parlé, et je marque ici le Conseil du patronat du Québec, le Conseil patronal de l'environnement du Québec, ça existe, l'Association pétrolière et gazière du Québec ont demandé spécifiquement là, que dans l'article 27, on ajoute les restrictions des articles, j'ai mis 24 et 24, alors, articles 23 et 24 de la loi sur l'accès aux documents. C'est demandé spécifiquement dans leur mémoire. Et la Fédération des chambres de commerce du Québec, que j'aime beaucoup, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, l'Association minière du Québec, l'Association pour l'exploration minière du Québec et Hydro-Québec ont écrit dans leur mémoire, ils n'ont pas demandé spécifiquement 23 et 24, mais que l'accès à l'information prévu, ça allait trop loin et il fallait revoir le contenu de l'article 27. Eux, ils ont compris ce que j'écrivais, mais que bien d'autres ont écrit avant moi. L'information, c'est le pouvoir. Donc, suite à ces mémoires-là, le 7 décembre, on est en train de préparer les fêtes, il y a une commission parlementaire qui étudie article par article. Là, les groupes sont plus là, les entreprises, c'est les partis politiques à l'Assemblée, représentant à l'Assemblée nationale, sauf Québec solidaire qui n'a pas de représentant dans une commission parlementaire. Et là, on ajoute, et c'est la beauté du droit, d'une certaine façon, une phrase et deux chiffres. Et on vient tout défaire. Première phrase, les renseignements, on est dans l'article 27, là, les renseignements visés au premier alinéa qui sont également visés à l'article 118.4 en caractère public. 118.4 tel que proposé dans le projet de loi 102, c'est sur des contaminants rejetés dans l'environnement. La définition a été changée. Là, vous êtes au stade de l'autorisation. Au moment de l'autorisation, il ne peut pas avoir de contaminants rejetés encore. Ça, cette phrase-là n'a aucun sens et je suis convaincu que ça a à voir avec la grève des juristes de l'État. Je connais les personnes qui ont travaillé, c'est vrai, je connais des juristes de l'État qui ont travaillé à la rédaction du projet de loi 102. Donc,
pas écrit ce qu'ils veulent, comme n'importe qui travaille en fonction publique. Là, tu as des directives, mais c'est des gens compétents, très compétents, qui ont travaillé fort pour rédiger ce projet de loi-là. Ça, c'est écrit, et j'ai vérifié avec certaines personnes, sur le coin d'une table. Parce que ça n'a aucun sens qu'on mette les restrictions de l'article 118.4 qui vont à l'avenir, c'est prévu dans la loi, concerner seulement des renseignements sur des rejets de contaminants, et qu'on dise que les renseignements qui vont être visés au premier alinéa vont avoir un caractère public s'ils sont également visés par ça. Parce que je ramène ici le premier alinéa, là, parce qu'on dit les renseignements visés au premier alinéa de l'article 27. Bien, l'article 27, là, c'est la description et la source des contaminants. Tantôt, je disais ça, c'est bon, là, ça va pallier. Mais là, on vient de rajouter 118.4. Je m'excuse, 118.4, ça ne peut pas être la description et les sources de contaminants. Ça, ce n'est pas des rejets de contaminants. On vient d'annuler, par cette phrase-là, tout le premier alinéa qui portait sur la question des contaminants. Mais pire, parce que c'est pas un juriste qui a dit ça, je pense. J'ai trop de respect pour les juristes, malgré tout. C'est les deux articles, parce que là, ça dit, de plus, sous réserve des restrictions au droit d'accès, on change, tout ce qui est en noir était déjà là dans le deuxième alinéa. Mais là, on ajoute les restrictions des articles 23 et 24. Donc, tout ce qu'on vit depuis 1991 et 1996, 25 à 30 ans, qui fait qu'il n'y a pas d'accès à l'information environnementale au Québec à cause de ces restrictions-là, on le met dans la loi. On dit qu'on va moderniser la loi sur la qualité de l'environnement et on ajoute les restrictions qui existent depuis 1982, 35 ans. Pour moderniser quelque chose, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne méthode. Et c'est important parce que vous les voyez là, mais ça dit les autres renseignements mentionnés au premier alinéa ont également un caractère public, mais tout le temps dans la mesure des articles 23 et 24. Dans la même mesure, les études, ça c'était déjà écrit là, les études et autres analyses soumises par le demandeur, analyse hydrogéologique, peu importe, et sur lesquelles se fonde l'autorisation délivrée par le ministre, sont également un caractère public, mais la même mesure, là, c'est sous réserve des restrictions au droit d'accès. Puis il n'y avait pas de problème là, quand 23 et 24 n'étaient pas là. Mais là, il y a un problème majeur. On nous annonce une modernisation, c'est une paralysation, c'est une reconnaissance totale du désastre qui existe depuis une trentaine d'années au Québec. On est reconnu internationalement comme étant des cancres en matière d'accès à l'information environnementale. Dans mes prix, j'ai eu une semaine à Paris, le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, l'équivalent de la Commission d'accès à l'information en France, il n'en revenait pas, lui, que les municipalités n'aient pas accès aux conditions d'autorisation. Lui, il disait, non, en France, tous ces dossiers-là sont remis, là, c'est des élus qui ont des responsabilités. La convention d'Aarhus que j'ai parlé tantôt, tout ça n'a aucun sens. Tout le développement du droit international de l'environnement et le développement de d'autres pays, de d'autres nations, on était en retard, mais on avait une occasion de se rapprocher, d'améliorer. Malheureusement, on est passé totalement à côté par cette modification-là. Et c'est un revirement à 180 degrés parce que le livre vert, les promesses, même du projet de loi 102 initial qui avait été déposé, il y avait des avancées là-dessus. Et là, à l'avenir, s'il n'y a rien qui bouge, ben on revient à l'époque où c'est les entreprises qu'à chaque fois, avant de mettre un document sur le registre public, même sur Internet, il va falloir qu'ils demandent aux entreprises, est-ce que vous êtes d'accord qu'on rende public sur Internet tel document que vous avez fourni. Je ne verrai pas pourquoi ils vont changer de position sur ce qui existe depuis. Donc, on est dans une époque où on parle beaucoup avec M. Trump là, de faits alternatifs, de fake news. Et ça, c'est mortel pour la délibération publique. Là. Moi, je crois à la délibération publique. Les entreprises, comme les citoyens, les groupes environnementaux, il y a des discours, des deux bords, les lunettes. La fin du monde est à 7 heures, les lunettes roses. Il y a toutes sortes d'affaires. Mais pour s'y retrouver, si on a accès aux faits, si on a accès aux analyses qui ont autorisé le ministère de l'Environnement à amener des autorisations, qui ont été préparées, bon, on aura une discussion, une délibération plus intelligente que si là on tombe dans la théorie du complot, parce qu'on ne le sait pas. Ils l'ont autorisé, mais ils ne veulent pas nous le dire. S'ils ne veulent pas nous le dire, c'est des gens inquiétants en partant. Ça n'aide pas, ça, à la fameuse acceptabilité sociale dont on parle souvent. Et donc, on ne demande pas la Lune, c'est de demander
des documents qui sont exigés, qui vont être exigés en vertu des règlements du gouvernement du Québec. Là, pour demander une autorisation, le règlement va dire que ça vous prend tel type de document, c'est exigé par la loi, et nous, on n'y aura pas droit. Donc, il n'y a aucun progrès avec cet amendement-là, il n'y a plus aucun progrès sur l'accès à l'information, ce qui est une catastrophe. Donc, il y a effectivement une réforme majeure, mais ça c'était déjà vrai. Moi, dans ma tête, je mettais un principe, c'est l'égalité d'accès à l'information environnementale. L'air et l'eau en droit, c'est des choses communes. Ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut se l'approprier. Normalement, en droit, on apprend aussi que l'accessoire suit le principal. Si le principal, l'air et l'eau, ne peuvent pas être appropriés, pourquoi les gens peuvent s'approprier l'information sur l'air et l'eau? Il me semble que ce n'est pas normal. On parle que l'environnement, c'est quelque chose d'intérêt public, d'intérêt commun. Je ne vois pas pourquoi l'expérience des 50 dernières années, on devrait laisser aux seuls décideurs, peu importe, tous les partis politiques confondus, aux seuls décideurs de l'administration publique, aux seuls experts et aux seules entreprises, l'accès aux informations qui touchent notre air, notre eau, notre sol, les changements climatiques, la biodiversité, notre droit à un environnement sain. Donc, pour ça, moi, je considérais qu'il y a un accès, l'égalité d'accès à l'information environnementale. Il devrait avoir dans notre loi une définition de c'est quoi une information environnementale. Ça existe en France, ça existe dans la Convention d'Aarhus. J'en ai proposé une dans ma thèse. Et si un document tombe sous cette définition-là, c'est automatique, il est divulgué. Il appartient à tout le monde. Cette information appartient à tout le monde. Effectivement, ça n'a pas été tout à fait obtenu. Mais même si on ne s'en va pas sur le principe, il y a une urgence. Le retrait de l'amendement apporté à l'article 27. Vous allez, j'espère,